le courant post-keynésien, qui regroupe en fait des économistes qui s'inscrivent dans le sillage direct de Keynes et des travaux des héritiers de Keynes, considère qu'on peut expliquer la crise financière autrement, et considère surtout qu'il y a d'autres solutions possibles pour sortir de la crise. Par exemple, je peux donner un exemple, un économiste post-keynésien qui est redevenu important en 2008, au moment de la crise financière, c'est Minsky. Et Minsky explique que l'instabilité financière est générée d'elle-même par le niveau d'endettement des agents économiques, ce qui conduit spontanément à une crise financière si rien n'est fait à un moment donné. Donc, c'est à la fois sur le diagnostic de la crise et sur la sortie de crise que les post-keynésiens cherchent à combler ce déficit par rapport à d'autres approches. Alors pour moi, il faut distinguer d'une part ce qui relève de la crise financière et ce qui relève de la crise monétaire internationale. Sur le plan financier, il est évident que la finance libéralisée à outrance a généré effectivement une perte de contrôle en quelque sorte sur la finance. Ça a entraîné aussi une finance qui n'était plus au service de l'économie réelle. Donc ça a généré des bulles qui ont fini par exploser. Donc la solution qui est préconisée par les post-keynésiens, c'est de réglementer et surtout de faire le tri en quelque sorte entre les produits financiers toxiques, qui n'ont pas lieu d'être, et les produits financiers qui servent l'économie réelle et qui servent aussi à rémunérer les épargnants. C'est possible ça, mais ça nécessite des réformes d'ampleur. Sur le plan monétaire international, ce qui est préconisé par les post-keynésiens, c'est une réforme du système monétaire international de grande ampleur, à l'image de ce qui s'était passé à Bretton Woods en 1944, une grande conférence internationale. Et les post-keynésiens préconisent la mise en place d'une monnaie supranationale, c'est-à-dire une monnaie qui serait utilisée au niveau international pour les paiements entre pays. Et chaque pays finalement conserverait sa monnaie nationale uniquement en interne, ce qui permettrait d'éviter tous les déséquilibres économiques qui existent actuellement et ce qui permettrait aussi d'éviter l'utilisation de la monnaie comme un rapport de pouvoir comme le font actuellement les États-Unis. Le projet de monnaie supranationale, évidemment qu'il y a une part d'utopie parce que effectivement il y a deux limites dont les post-keynésiens ont conscience. D'une part, il faudrait convaincre les États-Unis d'abandonner ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, c'est-à-dire le fait d'utiliser le dollar comme monnaie d'endettement. Et d'autre part, il faudrait convaincre la finance internationale d'accepter un minimum de stabilité d'échange, ce qui n'est pas gagné. Mais si on n'a pas une vision utopique des réformes, on n'engage aucune réforme. Mais la flexibilité qui a été adoptée au Maroc sur le taux de change est relativement limitée quand même. C'est simplement des marges de fluctuation assez faibles. Je pense qu'une flexibilité totale serait sans doute contraignant pour le Maroc, assez difficile à assumer. En revanche, la flexibilité intermédiaire telle qu'elle a été choisie, avec des marges de fluctuation, me paraît une solution intéressante. Moi, je ne suis pas certain que plus de flexibilité sur le taux de change soit une bonne solution. Je trouve qu'il y a plutôt un bon arbitrage qui est opéré à la fois sur le niveau de convertibilité de la monnaie et sur le niveau de flexibilité du taux de change. Et alors évidemment, ça a ses contraintes, mais ça a aussi ses avantages. Et pour l'instant, je trouve que les autorités marocaines et la Banque centrale gèrent bien cette double configuration.